Alors, vous savez, habituellement, on a pris pour habitude, lors de nos assemblées générales, de faire venir un grand témoin. Cette année, je pense que, je ne sais pas si Laurence est maintenant connectée, donc Laurence Faure. Euh, Laurence Faure vient d'être nommée assez nouvellement directrice de l'aéroport d'Orly. Elle va venir nous parler des actions de décarbonation de l'aéroport d'Orly qui ont été conduites depuis un certain nombre d'années et qui posent Orly comme un des modèles, voire le modèle en France sur la décarbonation des aéroports. Alors, Laurence Faure, j'allais dire, elle est diplômée de l'ENAC. Elle perpétue une belle tradition déjà qui consiste à ce que les gens, enfin les personnes qui prennent la tête de l'aéroport d'Orly sont souvent diplômés de l'ENAC, hein. Donc, on a eu bien sûr Franck Golnadel, Laurence Faure maintenant, mais préalablement Régis Lacotte, et puis très modestement, qui n'y suis resté que 5 ou 6 mois. Euh, Juste un petit point avant de faire venir, en espérant que Laurence va bientôt se connecter. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu les directions d'aéroports en France, en tout cas, on s'aperçoit que donc l'aéroport d'Orly, c'est une diplômée de l'ENAC qui est à sa tête, mais nous avons également l'aéroport de Nice, qui est un diplômé de l'ENAC, l'aéroport de, bien sûr, Charles de Gaulle, avec Régis Lacotte, Nice et Franck Golnadel. Nous avons également Philippe Crébassa, qui était un diplômé de l'ENAC. À quelques mois près, nous aurions eu également l'aéroport de Lyon. On s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, les grands aéroports aujourd'hui en France sont à leur tête des diplômés de l'ENAC, ce qui laisse à penser que finalement, la formation de l'ENAC est bien appropriée à la tenue de ce genre de postes, et on ne peut que s'en féliciter. Donc avant que tu nous rejoignes, Laurent, je précisais à l'audience qu'on se réjouissait que tu aies eu ce poste de directrice de l'aéroport d'Orly. D'abord parce que tu le mérites amplement, C'est par le gentil. travail, non, non, par le travail de fond que tu as fait pendant toutes ces années. En plus, après, on se réjouissait du fait que ce soit une diplômée de l'ENA qui ait ce poste, hein, qui perpétue une longue tradition des diplômés de l'ENA qui ont occupé ce poste. Et puis, on se félicitait également du fait que, actuellement, dans les plus grands aéroports français, ce sont des diplômés de l'ENAC qui occupent ces postes de directeur et directrice d'aéroport, et on ne peut qu'en s'en satisfaire, en être très content. Voilà, donc écoute, avant que tu n'arrives, je disais également que depuis quelques années, l'aéroport d'Orly était cité comme un modèle dans les actions de décarbonation, dans les entreprises de décarbonation du transport aérien, qui va d'abord commencer par les aéroports parce que c'est quand même plus simple que pour les avions, et que on comptait sur toi pour nous faire partager un petit peu toute l'ambition que vous aviez aujourd'hui sur Orly, sur ces actions de décarbonation. Et puis ensuite, probablement qu'on passera, je pense que un certain nombre de personnes auront des questions sur toutes ces actions. Alors, encore une fois, toutes mes félicitations, Laurence, et puis à toi la parole. Ben, un grand merci. Moi, je suis ravie de prendre la parole, qui plus est, sur un sujet qui me passionne, puisque l'aéroport d'Orly, c'est un aéroport que je connais bien. Moi, je prends 2 minutes, si ça vous va, pour me présenter, parce que je pense que j'ai un parcours qui illustre bien quand même, même s'il est très mono-entreprise, puisque j'ai rejoint le groupe ADP lors de mon stage de fin d'études en dernière année d'école d'ingé, il y a de ça une trentaine d'années. Pour autant, je pense que le parcours et la diversité des métiers illustrent assez bien l'agilité des ingénieurs ENAC et la capacité, je pense, qu'on a, y compris au travers de notre formation, à finalement pouvoir proposer beaucoup de compétences dans des métiers extrêmement différents. Et donc, pour faire extrêmement bref et aussi peut-être retracer un peu ce qui fait, je pense aussi, le choix de la gouvernance me concernant. Je vous le disais, 6 ans en assistance en escale à Charles de Gaulle, ensuite un passage un peu étonnant à la DRH autour des métiers de la gestion du temps de travail. On est à l'époque, en pleine époque, 35 heures et l'assistance en escale est confrontée à un vrai challenge au regard des réglementations qui sont en train de se mettre en place en France.
Un retour vers les plateformes en contrôleur de gestion, et puis ensuite des métiers beaucoup plus classiques de sûreté, d'expérience client, et puis plus récemment, pendant la période Covid, de direction technique et bagages pour l'aéroport d'Orly. Donc voilà, c'est un aéroport que j'ai l'impression de bien connaître, et pourtant, à chaque fois que je prends un poste, j'en découvre des facettes encore différentes. J'en ai découvert les métiers techniques il y a 4 ans en y arrivant. Et désormais, en succédant à Justine, je vois bien à quel point je vais découvrir les liens complexes que nous avons avec notre environnement et avec une actualité, pour ceux qui la suivent dans les journaux, qui défraie un peu la chronique autour des sujets de nuisances sonores et d'encadrement, de restriction de l'activité de Paris-Orly. Donc c'est vraiment dans dans cette ligne de crête assez étroite autour de notre acceptabilité que Paris-Orly ancre son projet d'aéroport pionnier. Et alors, du coup, on va faire la présentation à deux mains. Donc, si on peut hop, défiler, je ne sais pas qui va avoir la gentillesse de passer, c'est super. Ancre son projet de transformation avec vraiment pour objectif de prendre sa part dans la décarbonation du transport aérien et puis également de travailler à la réduction de ses impacts. Alors, c'est pas un dossier récent pour l'aéroport d'Orly. On bénéficie, si je puis dire, d'un faisceau de force assez large qu'on vient chercher dans notre passé, puisque dès les années 2000, hein, on a déjà engagé sur Orly cette prise de conscience que on était l'aéroport le plus enclavé d'Europe, le plus inséré, niché au creux de ces territoires, et qu'on avait la nécessité d'une démarche assez ambitieuse en la matière, en tout cas qu'on était extrêmement attendu sur ces sujets. Et donc sur ce chemin de la décarbonation, on a mis en place dès le début des années 2000 une décarbonation de nos énergies et en particulier de notre chaleur. C'est un axe fort pour nous avec au début des années 2000 la récupération de la chaleur issue de l'incinérateur qui se trouve sur le mine de Rungis, c'est donc à 3 km de la plateforme et qu'on appelle voilà, chaleur fatale parce que quand on brûle les déchets, la chaleur part sinon dans le ciel. Et donc là, l'objectif, c'est évidemment de la récupérer pour alimenter des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, c'est un tiers de notre chaleur qui est produite pour l'intégralité de la plateforme de Paris-Orly au travers de ce réseau de chaleur. En 2010 Entre 2010 et 2015, on va monter en compétence sur la décarbonation avec la mise en place d'un doublet de géothermie. On bénéficie d'une nappe aquifère qui est à peu près à 75 degrés dans les sous-sols et qui nous permet de venir alimenter la plateforme avec près de 30% également de chaleur. Et donc, au cumul des deux, c'est 60%. On est en train de le doper encore en 2024. Désormais, plus de 80% de la chaleur produite sur Paris-Orly est consommée et décarbonée. Donc, voilà, c'est pour illustrer le fait qu'on est vraiment sur une histoire qui est en marche. Et puis ensuite, voilà, la chaîne du temps s'accélère avec des enjeux extrêmement forts sur la biodiversité, avec l'arrêt des produits phytosanitaires qui nous permet d'être un aéroport pionnier en matière de biodiversité, une énergie électrique qui est 100% verte en 2021, un aéroport qui se positionne au niveau de la K4, donc le stade 4, sur ses émissions internes et externes. Et en 2023, mais j'y reviendrai, euh, la volonté d'étendre finalement euh, cet engagement, cette énergie à l'ensemble de notre communauté pour être, voilà, pour vraiment embarquer l'ensemble de la contribution de la communauté autour d'une alliance environnementale qui a vraiment pour objectif de fédérer l'ensemble des partenaires sur la transition qu'on entend accompagner. Euh, euh, Au-delà de ce travail sur la chaleur, je l'ai évoqué sur l'électricité, on se dote d'un doublement de notre puissance électrique sur Orly, avec comme objectif très clair d'embarquer et de fournir aussi bien aux avions qu'aux véhicules de piste les éléments électriques dont ils ont besoin pour avoir des séjours propres au sol en 100% électrique.
Et puis on travaille évidemment à la décarbonation des transports routiers, puisque Orly a la particularité, avant la ligne 14, d'avoir près de 9 salariés sur 10 qui s'y rendaient en voiture, deux tiers des passagers qui venaient aussi en utilisant une voiture, qu'elle soit individuelle ou taxi ou collectif, alors même qu'on est très proche de Paris, mais on était un aéroport traditionnellement peu desservi. C'est vrai que la ligne 14 nous offre des opportunités. Vous allez voir qu'elles sont au cœur du projet qu'on a porté avec Orly 2035. Euh, voilà, donc l'objectif, il est extrêmement ambitieux, extrêmement rapide. On a posé un enjeu de zéro émission nette au sol en 2030. Et dès 2025, toute émission carbone produite sur la plateforme sera compensée. Évidemment, l'objectif, c'est de réduire extrêmement vite les quelques émissions qui nous restent. Et donc, vous le voyez là à droite, on est vraiment sur le cycle, sur l'accès passager et salarié que j'ai évoqué, et puis sur la partie cycle LTO, et donc la capacité qu'on a à offrir aux avions de l'électricité sur leurs émissions au sol. Euh, Je l'évoquais, on est venu engager l'ensemble de notre communauté aéroportuaire autour d'un projet d'alliance. On a démarré, elle va fêter les 2 ans, cette alliance. On a démarré, on était une petite trentaine de partenaires, on est désormais 54 et on a des partenaires qui nous rejoignent avec pas mal de vivacité, de toutes formes de métiers de la plateforme. On a démarré très cœur de secteur d'activité avec des compagnies, des assistants en escale. Désormais, des partenaires, on va dire, plus lointains, sûreté, technique, nous rejoignent autour des 5 grands objectifs que vous voyez là. Le zéro émission net au sol, ça c'est vraiment l'engagement absolu du zen au sol 2030. La préservation ou le développement de surface lié à la biodiversité et qui nous engage avec un certain nombre de nos partenaires, en particulier immobiliers, aménageurs d'espace, pour venir travailler à des projets qui permettent soit de ne pas imperméabiliser, soit de désimperméabiliser. On a un objectif assez ambitieux sur la valorisation des déchets et sur lequel on travaille avec des dimensions très variées qui sont vraiment le fruit de ce qu'apporte la communauté. Je vais vous en citer 3 exemples, mais pour que vous voyez finalement la manière dont on fonctionne. Premier exemple que la communauté a apporté en partant effectivement de ce cœur initial, c'est le tri des déchets à bord des avions. Traditionnellement, on n'était pas trié. Parce que sous le coup d'une réglementation qui, globalement, pour faire simple, privilégie l'incinération un peu basique et sur lequel, en travaillant de concert avec les compagnies, avec la DGAC autour de règlements et d'une clé de lecture des règlements un peu différentes, on est venu mettre en place un tri des déchets à Paris et puis en bout de chaîne pour les compagnies qui le pratiquent désormais voilà, sur leurs deux points d'emport. Autre exemple, dans un secteur un peu différent avec la sûreté, sur lequel, de la même manière, on a approché le projet en venant tout à la fois agir déjà sur la quantité de déchets et en proposant, par exemple, que les objets prélevés au pif, on n'était pas complètement novateur là-dessus, puisque d'autres aéroports avaient déjà montré la voie, mais en tout cas, on est venu l'implanter sur Paris pour proposer des dons, des OIC prélevés au pif, de manière à ce que des associations puissent voilà, leur donner une seconde vie. Donc, c'est autant de déchets qui ne sont pas produits. Et puis ensuite, travailler à la filière de valorisation des déchets, en particulier pour les aérosols et la guerre. Euh, Alors, je ne sais pas si la présentation est vue par tous à l'écran. Oui, tout le monde voit la Bon, présentation. Oui, impeccable, merci. Euh, les consommations, je l'ai évoqué. Et sur les consommations d'énergie, on est venu chercher la communauté sur 2 axes.
Le premier, c'est la contribution individuelle. Qu'est-ce que moi, prestataire, compagnie aérienne, occupant de locaux, je peux faire pour diminuer à mon échelle ma consommation d'énergie? Et donc, comment est-ce que le groupe ADP peut aussi se mobiliser pour favoriser des démarches vertueuses sur la consommation? Et puis, en accompagnant aussi des projets de réduction de consommation. Et au-delà des consommations d'énergie, on travaille aussi beaucoup sur l'eau. On a la chance de disposer d'un système de traitement de nos eaux pluviales. Et l'objectif, désormais, c'est de peser de moins en moins sur l'eau potable en réutilisant au maximum dans nos consommations les eaux issues des pluviales. Euh, on a une feuille de route assez ambitieuse là aussi. On réutilisait déjà près de 20% en 2020 de nos eaux pluviales. Et donc, on s'est fixé des indicateurs assez simples. 25% de réutilisation en 2025 et 30% en 2030. On est dès la fin 24 déjà au-dessus des 25%. On est à près de 26% de réutilisation avec là aussi un engagement assez large de nos partenaires dans des projets très différents. Ça peut être l'utilisation de récupération d'eau, par exemple pour nettoyer le sol des galeries bagages ou des terminaux, pour nettoyer les véhicules côté airside. Voilà, on a un engouement et des propositions de nos partenaires qui sont très larges. Et puis, l'engagement autour du bruit, mais qui, lui, est quand même très cadré par tout le travail qu'on fait sur notre PPBE. Et puis, actuellement, ce qui défrait quand même la chronique, l'étude d'impact selon l'approche équilibrée. Euh, voilà. Et donc, tout ce contexte-là est venu nourrir et se nourrir du choix qu'on a fait de notre projet de concertation, puisque l'avenir d'Orly, au-delà de l'horizon 2030, on a souhaité le proposer à 2035 avec un projet sur 4 axes qu'on a souhaité, dans le cadre d'une concertation volontaire, hein, puisqu'elle n'était pas obligatoire, cette concertation, partagée avec la communauté. Euh, Ce projet, il répondait, vous l'avez compris, à cette ligne de crête dans laquelle on s'inscrit, se projeter dans un futur qui est un futur durable, avec un développement qui est un développement soutenable pour l'environnement, mais qui permet aussi d'accélérer la transition de l'aéroport, mais au-delà de l'aéroport, du transport aérien dans son ensemble. Euh, alors, Paris Early 2035, globalement, euh, c'est un projet de réduction de nos impacts, vous allez le voir, et puis d'intégration dans notre aéroport, dans notre territoire. Et finalement, on est venu présenter un projet qui ne parlait pas de trafic, ou en tout cas qui en parlait de manière extrêmement mesurée, en tout cas qui nous paraissait mesurée. Je me pose aussi parce que CDG s'engage là dans quelques jours hein, dans un projet de concertation également pour CDG et vous, plutôt Horizon 2050, et qui n'a forcément, c'est pas la même histoire. On n'est pas sur les mêmes aéroports, on n'a pas non plus les mêmes contraintes d'intégration. Et donc CDG va porter une dynamique de croissance mesurée, croissance raisonnable, là où sur Orly, on avait l'ambition d'être pionnier dans la manière de s'inscrire dans une utilisation raisonnée du transport aérien. C'est aussi l'histoire des destinations concerts sur Orly, avec une évolution du faisceau domestique largement contenu, et donc qui nous permet d'afficher, c'est un point très important hein, du projet d'Orly 2035, des mouvements, c'est le graphe du haut, qui sont extrêmement flats, qui se situent au niveau, à l'horizon 2035, des mouvements de 2018. 2018, vous le voyez, étant l'année record de trafic. Enfin, je dis record entre guillemets parce que la vraie année record, elle remonte à la fin des années 90. Et donc, on est sur un trafic qui est, en termes de mouvement, enfin, complètement flat et en dessous de la limitation qui nous encadre à 250 000 mouvements. Donc ça, c'est un point très important. Pour autant, toute forme d'investissement devant être
quand même créateur de valeur. On appuie nos investissements sur une croissance de trafic passager. Vous la voyez en dessous sur la courbe basse, qui s'inscrit en cumulé à 16%. Donc là aussi, on est sur un rythme de croissance annuel qui est un rythme euh, bien plus raisonnable que l'avant-crise Covid. Mais pour autant, on est quand même sur une croissance assumée du trafic passager à la faveur d'un double effet, le renouvellement des flottes, des destinations Schengen et internationales, et puis un excellent temps de port, puisque les compagnies en particulier qui portent aujourd'hui la croissance d'Orly, Transavia, Vueling, EasyJet sont des compagnies qui pratiquent un très fort taux d'emport, ce qui permet de venir optimiser le ratio mouvement passager. Et donc ce projet, on l'a axé autour de quatre axes principaux. Le premier axe, et qui porte l'ossature du projet, c'est celui de venir travailler autour des mobilités décarbonées, de prendre notre part et de redistribuer aussi la capacité que nous avons à avoir attiré à nous un certain nombre de dessertes de transports en commun, la ligne 14, la ligne sud de la ligne 15, la ligne 18 qui arrive dans quelques années, pour en faire aussi bénéficier davantage notre riverainté. Premier axe, autour des mobilités décarbonées. Le second axe, je l'ai déjà évoqué, c'était un point de force de Paris-Orly qu'on entend là aussi porter au bénéfice des territoires qui nous entourent, autour des énergies bas carbone. Troisième axe sur l'hospitalité. Et le dernier sur une offre immobilière de la même manière au service des territoires. Euh, je vais faire très vite peut-être sur chacun de ces axes, juste pour en préciser. Donc c'est la slide d'après, pardon, désolée. Sur l'axe 1, je vous l'ai dit, la part de la voiture, vous l'avez vu aussi dans la boucle de nos émissions au sol, elle est aujourd'hui majeure, elle était majeure avant la ligne 14 dans la manière dont on accédait à l'aéroport. L'objectif, c'est vraiment de venir complètement inverser le ratio avec comme enjeu euh, deux fois plus de passagers qui utilisent les transports collectifs à l'horizon 2035 et quatre fois plus de salariés qui utilisent les transports collectifs. Donc on est vraiment dans un changement assez radical d'approche de l'aéroport avec un dossier de concertation qui est venu poser l'idée d'une meilleure maîtrise de son temps au travers du dernier kilomètre et donc d'un développement d'un transport en site propre qui permette aux passagers, aux salariés de venir déposer leur voiture s'ils continuent à venir en voiture en entrée de plateforme et ensuite se rendre au travers d'un moyen de transport très qualitatif, haute fréquence, dans les différents lieux étant tout à la fois évidemment le terminal, mais également les grandes zones de travail hors du terminal. Et on espère, en tout cas c'est l'objectif aussi de ce transport en site propre, permettre aussi à des salariés qui n'avaient pas l'opportunité de venir en transport en commun, puisque leur site de travail était excentré des dessertes qui visent aujourd'hui quand même, avec la gare de métro 14, 15 et 18, essentiellement desservir le front de gare du terminal de Paris-Orly, leur proposer une alternative en transport. Voilà sur cet axe 1. Sur, ouais, je suis désolée, il y a un écho. Merci. Sur l'axe, merci beaucoup. Sur l'axe 2, on est sur les énergies bas carbone et la biodiversité. Sur Nazi Bayer, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je l'étends pas. Au-delà des atouts qu'on a déjà, l'idée c'est de potentiellement mettre en place un deuxième doublé de géothermie qui pourrait servir la riverainté au sud de la plateforme, de développer une station multi-énergie, de réserver de l'espace aussi à l'hydrogène, lorsqu'il finira par arriver, même si les annonces récentes reculent un peu les dates espérées. Et puis de déployer aussi des projets type projet de méthanisation pour venir achever la décarbonation de notre chaleur. Voilà, et puis un projet de verdissement au sens cette fois-ci premier du terme, assez large
de l'aéroport, vous le voyez, avec des plantations complémentaires pour permettre d'en faire un vrai lieu. Au-delà de la végétation, ce qu'on vient chercher aussi, c'est la capacité à transformer l'aéroport en zone d'îlot de fraîcheur, disponible aussi pour la riverainté. Euh, Troisième axe, qui est un axe plus classique, et là dans lequel on va retrouver une dimension, mais vous voyez qu'elle n'arrive qu'au travers de l'hospitalité, de projets plus classiques sur les aéroports. C'est l'axe qu'on a intitulé Hospitalité, avec l'objectif de créer nouvelle salle d'embarquement connectée à Orly 2, qui nous parviennent finalement, qui nous permettent de rénover voilà, l'une des salles d'embarquement les plus vieilles de l'aéroport, les plus historiques. Pour la connecter au grand espace Orly 3, avec pour objectif, point très important, non pas de créer des postes avions, mais de transformer des postes avions qui étaient précédemment larges en postes avions contact. Et donc le projet de création de cette salle, c'est un point absolument essentiel. Ce n'est pas un projet de création de postes, c'est vraiment un projet de transformation de large en contact. Et puis une amélioration de la qualité du parcours client. Voilà, ce qui nous amènera à un objectif de 90% de taux de contact sur Orly, là où aujourd'hui, et c'est aussi assez nouveau sur Orly, qui avait l'habitude d'excellents taux de contact, on a, au travers de la croissance de Transavia et de la diversité des destinations, en particulier des destinations internationales proposées par la compagnie, un taux de contact qui s'est assez largement écroulé, avec, vous le voyez, un score simplement d'un contact sur deux pour les vols à l'international. C'est quand même historiquement bas. Dernier axe auquel je passe extrêmement vite, c'est de venir travailler à une offre immobilière euh, créatrice de valeur pour les territoires et donc très ouverte dans les projets qu'on porte. Là où par le passé, on avait sans doute des stratégies plus centrées sur notre écosystème. Voilà, c'est un projet de concertation qui s'est extrêmement bien passé. On y allait un peu circonspect parce que la concertation du T4 n'avait pas été simple pour des acteurs qui s'étaient confrontés à la réflexion et à la préparation de l'exercice. C'est une concertation qui a mobilisé avec beaucoup de rencontres, beaucoup de participation, beaucoup d'avis, des cahiers d'acteurs extrêmement riches et sur lequel, et c'est bien l'enjeu qui nous engage désormais, on a l'objectif d'instruire assez vite euh, avec des premières réalisations. Alors, la première, elle n'est même pas dans ces rendez-vous puisque, hop, si on passe à la dernière slide, elle est déjà en place. Mais pour vous donner une idée des premières réalisations, on a signé il y a quelques jours un partenariat avec la Faculté des métiers de l'Essonne, la compagnie Transavia et un certain nombre de partenaires, d'assistance en escale, d'acteurs en matière d'hygiène et nettoyage, intitulé Campus Paris-Orly by la FDME. Et qui a pour objectif de venir ouvrir dès septembre prochain deux classes avec un double parcours en alternance et en formation initiale, qui est une formation diplômante et qui aura la particularité de présenter une majeure aéroportuaire. Donc c'est la première fois qu'on aura une dimension sur ces métiers de l'accueil, de la qualité, du nettoyage, qu'on aura une dimension spécifique aéroportuaire euh, au cœur de la formation. Et je l'évoque parce que ce projet, c'était un projet d'un cahier d'acteurs parmi les 22 que j'ai cités. Et donc, entre le mois de juillet, date de fin de dépose des cahiers d'acteurs, et la capacité à mise en œuvre, il y aura eu moins d'un an, ce qui est quand même assez remarquable et assez symbolique
de l'envie qu'on a sur Paris-Orly d'aller vite. Et donc moi, c'est mon mandat, hein, clairement. C'est aussi le choix qui a été fait sans doute dans dans la nomination de l'actuelle gouvernance, de la nouvelle gouvernance du groupe ADP. C'est vraiment de se dire, on part lancer, on a porté des projets et on va les mettre en œuvre. Avec, vous le voyez, des rendez-vous qui vont arriver très vite, au-delà de cette première réussite sur l'année 2035, pour venir cranter les réalisations, les premières réalisations de ce projet qui va aller très vite, avec en particulier, dès le mois de mai, la dépose des premières autorisations environnementales pour les premiers coups de pioche sur le projet Paris-Orly. Voilà, je suis désolée, j'ai été long parce que c'est un projet qui est dense et puis dans lequel, vous le voyez, il y a des dimensions assez enthousiasmantes, donc je pourrais en parler longtemps, mais peut-être on se prend quelques minutes pour que je puisse répondre à vos questions. Tu n'as pas été trop long, tu as été très intéressante et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Qui veut commencer? C'est toujours la première qui est un peu compliquée. Bonjour, rebonjour Laurence, Étienne de Loriston du groupe ADP également. La question, c'est de savoir, tu as évoqué la concertation publique volontaire de CDG qui va commencer dans les prochains jours. Quel conseil tu pourrais donner à tes collègues du Nord dans ce nouveau projet pour eux? Alors, je pense qu'on a eu beaucoup l'occasion d'échanger avec eux. Ils se sont très largement intéressés à notre concertation. On a des équipes qui ont travaillé de concert. Je pense qu'ils ont capitalisé sur un certain nombre d'approches, sur la méthode aussi qu'on est venu éprouver avec vous l'avez vu, hein, des réunions publiques, du tractage, des participations, euh, voilà, un certain nombre d'événements sur des marchés. Enfin, voilà, on a eu des ateliers de travail avec des axes identifiés. Donc, je pense que la méthode qu'on a retenue sur Orly a bien fonctionné parce qu'elle a permis à la fois de déminer dans des moments publics un certain nombre de sujets, mais aussi de prendre le temps de l'explication sur ce qu'il y avait dans le fond du projet. Et donc, je pense que ça a fonctionné. Et sur Orly, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sur CDG. Moi, je suis très confiante sur la manière dont ils vont dérouler leur propre concertation. Et donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est à la communauté d'ambassadeurs dont ils se dotent, puisque un certain nombre de collaborateurs du groupe ADP vont être les ambassadeurs, c'est euh, de parler du projet avec enthousiasme et d'être aussi à l'écoute. C'est aussi un projet extrêmement apprenant sur la compréhension euh, de ce qu'on ne voit pas quand on travaille au sein d'un aéroport. On est très focusé sur son process aéroportuaire. Et donc cet échange avec la riverainté, cette écoute de la riverainté, elle est extrêmement riche. Donc voilà, le conseil, c'est d'écouter. Merci Laurence. Il y a d'autres D'autres questions? Salle peut-être? En attendant que la salle peut-être bouge, est-ce qu'on a aujourd'hui, vous avez mesuré, Laurence, l'impact de la ligne 14 en termes de décarbonation? Alors, Euh, et puis, mais c'est vraiment à titre vraiment très personnel je me posais la question de savoir quelle avait été la réaction ou l'organisation maintenant des taxis par rapport à l'ouverture de cette ligne 14. Alors, tout à fait. On monitore en lien avec IDFM, hein, ça fait partie de notre convention, le partage de data sur les utilisations. C'est un vrai succès, hein, la ligne 14. Euh, et c'est un double succès parce que, alors, euh, ça a éteint un certain nombre de transports historiques. C'est la fin de l'Orlibus là, qui a fermé ses portes pour la dernière fois il y a quelques jours. C'est une baisse de fréquentation sur l'Orlyval, mais dans le même temps, on constate déjà à moins d'un an un report hein, sur le mode transport en commun de près de 10 points. Et donc par rapport aux objectifs hein, que j'évoquais tout à l'heure, on voit déjà que l'effet assez jeune de la ligne 14, alors même qu'elle n'est pas encore connectée à l'ensemble des points du territoire, puisque la dernière station a ouvert là, il y a quelques jours, on a déjà cet effet report modal.
Donc ça, c'est le premier point. Gros succès intrinsèque de la ligne, effet global de plus 10 points sur le choix du transport collectif entre il y a un an sur Orly et aujourd'hui. Euh, sur les taxis, les datas qu'on a à date, c'est plutôt une stabilité du groupe Taxi VTC par rapport à l'année 2023. Mais on est quand même sur un mouvement d'effritement si on se compare par rapport à 2019. Voilà, la tendance quand même du recours taxi VTC est plutôt sur un repli, même si c'est un repli qui semble résister à l'arrivée de la ligne 14. Donc on est plutôt sur un mouvement de fond que sur un décrochage lié à la ligne 14. Donc sur les taxis VTC, ça résiste plutôt. Sur le choix d'un certain nombre en particulier de Parisiens, de venir en transport, ça fonctionne bien, avec un choix qui se fait d'ailleurs assez fortement aux arrivées et un peu moins au départ. On voit qu'on a une préférence à l'arrivée pour revenir dans Paris au travers de la ligne 14. Et finalement, sur le départ, il y a encore une préférence au taxi pour se rendre à l'aéroport en voiture. Voilà. D'accord. D'autres questions les uns les autres? S'il n'y en a pas d'autres, je vais en profiter pour t'en poser encore une. Euh, Coût d'électricité, est-ce que vous avez aujourd'hui des pistes sur le recours à l'électricité verte, ou en tout cas la fabrication éventuellement d'électricité, euh, ou en tout cas d'énergie qui serait plus verte qu'aujourd'hui ou pas? Alors effectivement, ça faisait partie de nos préoccupations, puisque je le disais, on avait sur Orly le projet, donc on est en train de le conduire, de doubler notre capacité de distribution. On avait aussi à cœur de ne pas être vu comme un acteur qui viendrait ponctionner une ressource de plus en plus rare, hein, y compris pour les territoires avisonnants. Ça nous a amené, mais là plutôt en stratégie groupe, à travailler et à prendre notre part, en particulier au travers de PPA, autour de projets solaires. Et donc on a aujourd'hui passé un certain nombre alors dans des montages qui sont assez différents, mais de prise de participation, d'engagement financier dans des centrales solaires en dehors de l'aéroport. Et sur l'aéroport, on monte une JV solaire qui a pour objet de venir produire aussi du solaire. Alors, un peu sur Orly, un peu plus sur Charles de Gaulle, et pas mal sur nos aérodromes secondaires, où là, il y a un foncier qui est quand même très disponible et qui s'y prête très bien. Donc cette JV solaire est en train de se monter, voilà, avec des objectifs assez ambitieux. Entendu. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. C'est par rapport à une senior une baisse de moins 6 dB environ par l'objectif pour le 30. Du coup, je m'interrogeais sur les principales mesures que l'aéroport peut prendre par rapport à ça. Quelles étaient les mesures? Alors, je suis désolée, la qualité du son m'a pas permis de comprendre complètement la question. J'ai compris qu'elle tournait Tu la autour de re- l'objectif des 6 dB, c'est ça? je vais Et la la manière. relayer. C'est les mesures pour tenir le 6 dB. Eh ben, on est au cœur de l'actualité, puisque le moins 6 dB était au cœur de notre précédent, désormais échu plan de protection sur le bruit. Ce plan de protection, alors qui a été signé, l'exercice était un exercice 2019-2024, le PPBE a été signé en 2022, donc la profondeur de champ ne nous permettait pas à partir du moment où il a été décrété d'atteindre l'objectif. Et donc, on est rentré dans une approche qu'on est venu appeler l'étude d'impact selon l'approche équilibrée. Donc, qui est venue. Le PPBE, on a un objectif. Le IEA, on agit plutôt par le biais de la restriction. Et donc, on est venu aborder le sujet des nuisances sonores par le biais de cette étude d'approche selon l'impact équilibré. À cette occasion-là, on est venu finalement retravailler ce qui avait été regardé, les points de comparaison, et proposer trois scénarios, le A, le B, le C, pour venir travailler sur les nuisances sonores. Euh,
Voilà, pour faire extrêmement vite sur ces scénarios qui sont désormais les remplaçants de ce mois CDB, hein, puisque le l'UEA arrive sur le terrain de la restriction et donc s'impose au précédent PPBE. Scénario A, qui est celui qui a eu l'avis positif de la CNUSA et qui était sur la table de signature jusqu'à il y a quelques jours, vise à interdire les avions les plus bruyants sur Paris-Orly, en particulier autour d'un travail sur les marges acoustiques, et donc à encourager le renouvellement des flottes de manière assez vigoureuse. Le scénario B, c'était un scénario moins exigeant sur les marges acoustiques, mais qui venait toucher au couvre-feu sur les départs. Et le scénario C, c'était un scénario moins exigeant sur les marges acoustiques et qui, lui, venait toucher au couvre-feu sur les arrivées et sur les départs. Donc voilà, désormais on travaille, enfin en tout cas ce qui est sur la table et ce qui a été proposé, c'est un travail autour de ces trois scénarios, voilà, dont on attend la décision. Oui, bonjour Laurence. J'étais cet après-midi à Orly, justement, avec un des assistants, un des gros assistants d'Orly, pour parler décarbonation, Mhm, justement, du secteur. Je pense que tu les auras toujours avec toi, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut simplement bien garder en tête que la situation économique des assistants est un peu douloureuse en ce moment, bah, parce qu'ils commencent à rembourser leurs prêts mhm, du gouvernement. Et puis troisièmement, c'est que les compagnies aériennes, quand on leur parle de matériel électrique, grosso modo, ils font un pied de nez, hein, en disant, bah, vous pouvez en prendre, mais nous, on s'en fiche. Donc, il faudra trouver en permanence des équilibres économiques. On espère que le matériel va baisser, hein, qui est encore très mhm. cher, hélas. Bon, on a regardé les plans d'investissement qui sont bien coordonnés avec ADP, et là-dessus, c'est très bien. Il faudra toujours être vigilant sur les facteurs économiques. Ce d'autant qu'à Orly, on aura toujours du low cost. Certains low cost, je dirais, il y a les low cost à très forte pression et les low cost à moins forte pression. Il y en a qui vont arriver là qui nous plaisent moyennement. Mhm. Oui. Mais je crois les assistants sont vraiment déterminés. Bon, aujourd'hui, on a 46% d'électrique. Bon, on sait qu'il reste quelques équipements difficiles, les gros push. Les tracteurs de fret, les catering, etc. Mais globalement, bon, ils seront toujours derrière l'aéroport pour essayer d'améliorer la situation. Non, mais tu as raison, Michel, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait de concert. Je pense qu'on l'a largement porté lors du renouvellement des licences d'opérateurs sur Orly. Et c'est aussi l'un des enjeux de l'Alliance environnementale, c'est bien de mettre autour de la même table compagnies assistantes pour aussi porter un engagement unique et commun. Voilà. Et donc partager les enjeux de manière à ce qu'ils ne soient pas répercutés qu'en ligne directe sur les assistants. Merci Pierrot, étudiant en INAC 24. Je vais revenir sur un point, vous avez parlé du zéro net en émission au sol à l'horizon 2035, si je ne me trompe pas. Comment est-ce 2030, hein. 2030, oui, alors 2030. Comment est-ce que vous pensez arriver à amener les compagnies dans cette démarche, quand on pense encore qu'elles utilisent encore beaucoup les APU au poste de stationnement? Comment vous pensez qu'on va arriver à les obliger ou les amener à éviter cette utilisation pour réduire au maximum les émissions au sol? Alors, on a un plan de déploiement qu'on partage avec les compagnies et qui sont moteurs. Enfin, on l'a évoqué, hein, Assistants et compagnie sont quand même très embarqués dans ce projet commun sur Paris-Orly de déploiement de PCA. On devrait avoir près de 70 PCA déployés à la fin de l'année 2025. Voilà, avec des premières PC installées, des retours d'expérience qui sont en train de se mettre en place. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu fort, des travaux sur le N-1 moteur sur lesquels on a aussi euh, des marques d'intérêt fort, hein, une volonté des compagnies d'agir. Voilà, moi, j'ai une clé de lecture assez enthousiaste des compagnies sur ces dimensions-là.
la pression sur le transport aérien, elle est quand même très forte. Voilà, sa décarbonation, elle est quand même un peu impérative pour sa survie. Voilà, moi, ma clé de lecture, c'est que cette conviction, elle est comprise. Les échanges que je peux avoir avec eux, c'est au contraire, hein, souvent de nous pousser en nous disant, en particulier sur les SAF, vous ne faites pas assez, on a besoin de votre aide. Il faut typiquement, voilà, vous n'avez pas parlé de SAF dans le projet Orly 2035. Pourquoi? Comment vous pouvez nous aider sur cette dimension-là? Donc non, elle nous pousse, les compagnies. D'accord. Et en parlant de pression, peut-être pour faire le lien avec une question qui a été une double question en ligne, c'est la position du groupe ADP au sujet de l'avancement du couvre-feu à Orly et sur la taxe sur les billets d'avion. Bon, je pense que sans secret, on a apporté notre soutien au scénario A, qui était voilà, qui a eu l'avis favorable de la CNUSA. Après, notre rôle, ce sera aussi de mettre en œuvre les décisions qui s'imposeront à nous, hein. C'est un exercice auquel on contribue, puisqu'on est présent à la CCE, mais que nous ne pilotons pas, c'est pas notre rôle, hein. Voilà, de la même manière que c'est pas notre rôle de commenter les décisions de taxation de l'État, même si évidemment on a en préoccupation commune l'équilibre et la ligne de flottaison des compagnies aériennes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Dans la salle virtuelle? Bon, j'ai l'impression que c'était très très clair. Merci infiniment, Laurence. Merci Mais un infiniment de grand ton temps. merci de m'avoir convié à cet échange, c'était avec beaucoup de plaisir. Et puis donc, au plaisir de se revoir très bientôt. Merci beaucoup, très bonne poursuite, bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, hein.